Depuis toujours, les miroirs sont source de mythes, histoires et superstitions. Partout dans le monde, on y retrouve des légendes à leur sujet. J.K. Rowling s'est notamment et largement inspiré du folklore occidental imprégné de récits de sorcières et de fantômes pour créer le miroir quasi incontournable de sa saga, le miroir d'Erised. Salut à tous et à toutes, c'est Endo. Installez-vous confortablement et place à ma théorie du miroir d'Harry Potter. Origine. Avant de s'attaquer au vif du sujet, il est important de poser les bases. L'inspiration de J.K. pour la création de cet artefact nous vient certainement de légendes et d'histoires du passé, liées à la vieille Europe. Car dans le passé, il était coutume de penser que les miroirs possédaient des propriétés magiques. Sa place dans l'univers Harry Potter était donc naturellement déjà toute trouvée. Cette croyance remonte au temps des Grecs et Égyptiens qui avaient le savoir pour en fabriquer en métal, de sorte à ce qu'ils ne cassent pas. Plus tard, les riches Romains ornèrent leurs maisons de miroirs comme gage et preuve de leur prestige. Le mythe des 7 années de malheur apporté par un miroir brisé nous viendrait, semble-t-il, d'eux. Ces derniers pensaient que se regarder dans un miroir emprisonnait une fraction de notre âme à chaque utilisation, et que briser celui-ci viendrait à la mettre en morceaux. Tout un tas de procédés loufoques existaient tout de même pour conjurer le mauvais sort. Et avec cette apparition du miroir dans le quotidien de riches élus, les superstitions sur son pouvoir magique s'amplifièrent. On lui conféra plusieurs habilités, mais les plus connues étant le pouvoir d'emprisonner des esprits, servir de portail et de lecture du passé et de l'avenir. Le miroir d'Erised. Miroir massif, majestueux et orné des inscriptions « Je ne montre pas ton visage, mais de ton cœur le désir », écrit à l'envers. Artefact puissant, arrivé à Poudlard sans trop qu'on ne sache comment. Dumbledore décrivait le miroir à Harry de cette manière. « Il ne nous montre rien d'autre que le désir le plus profond, le plus cher, que nous ayons au fond de notre cœur. Toi qui n'as jamais connu ta famille, tu l'as vu soudain devant toi. Ronald Weasley, qui a toujours vécu dans l'ombre de ses frères, s'est vu enfin tout seul, couvert de gloire et d'honneur. Mais ce miroir ne peut nous apporter ni la connaissance, ni la vérité. Des hommes ont dépéri ou sont devenus fous en contemplant ce qu'ils voyaient, car ils ne savaient pas si ce que le miroir leur montrait était réel, ou même possible. » Le miroir nous est donc présenté comme le reflet de la réalité que l'on aimerait connaître et vivre, nous laissant face à lui dans un malaise palpable, tant la tristesse de ne pas goûter à ce bonheur peut être grande. Cela collerait aux circonstances de sa création. J.K. Rowling, à ce moment-là de sa vie, était dans une mauvaise passe. Le succès de son œuvre n'avait pas encore pris, et sa vie personnelle en prenait un coup. L'image du miroir reflétant ce que l'on désire du plus profond de son cœur semble alors limpide et logique. Si J.K. Rowling s'y était vue, elle aurait vu ce à quoi elle aspirait de toute son âme, et qui lui est arrivé. Un engouement pour ses livres et une belle vie de famille. Un reflet de ses désirs les plus enfouis, ou alors une prémonition de ce qui allait advenir. La vraie nature du miroir d'Erised. Pour moi, cet objet magique est bien plus puissant que l'on ne laisse entendre. Si aux abords, on le décrit comme le reflet de nos désirs, je pense que c'est un artefact d'un pouvoir encore plus grand, permettant de lire aussi bien le passé que l'avenir. En un sens, vous y regardez quelques secondes vous montre ce que vous étiez, ce que vous devenez, tout en gardant racine dans le présent en montrant ce que vous êtes. C'est dans cet esprit que durant plusieurs années, j'ai gardé dans un coin de ma tête bien au chaud ma théorie, espérant que personne ne mette le doigt dessus, et le dernier Animaux Fantastiques m'a permis d'en être sûr à 100%. Pour le comprendre, il faut donc regarder les événements avec une vue d'ensemble et chronologique. En premier lieu, sa première utilisation connue par l'un de nos chers sorciers, à savoir Dumbledore dans les Animaux Fantastiques 2. L'action se déroule en 1927. Ce dernier s'y voit plus jeune avec Grindelwald durant leur pacte de sang. Puis, il y voit son vieil ami tel qu'il est à présent. Même si je me doute que c'est un procédé du film pour nous expliquer implicitement les liens qui les lient, nous avons là à la fois une porte vers son passé, mais également une porte vers son avenir. Car bien que jusqu'à présent, Dumbledore a toujours soigneusement évité le sombre sorcier dû au pacte qu'ils ont fait, il sera tôt ou tard confronté à lui pour un duel des plus puissants. Toujours pour le cas de Dumbledore, la prochaine vision du miroir que l'on connaît à son sujet date d'avant 1997. Il s'y voit en compagnie de sa famille, parmi lesquels s'y trouvent des membres décédés. À mon sens,
On a là une prémonition forte mais funeste du sort de notre cher directeur, à savoir la mort. Car c'est dans celle-ci que plus tard, il pourra retrouver notamment sa chère et adorée petite sœur Ariana. Son avenir était déjà tout écrit. C'est pourquoi il accepte avec tant de facilité sa mort durant la bataille de la tour d'astronomie. Toujours pas convaincu ? 25 décembre 1991. Harry s'y voit en compagnie de sa famille. Tiens. Ce n'est pas ce qui se passe quelques années plus tard lors de l'affrontement entre Voldemort et Harry au tournoi des 3 sorciers ? 26 décembre 1991. Ron se voit plus vieux, en tant que préfet, capitaine et vainqueur de la coupe de Quidditch. Quand bien même il ne devient pas capitaine, il finit par devenir préfet et occupera le poste important et indispensable de gardien de Quidditch pour lequel il se débrouillera comme un as et finira par gagner avec Harry la coupe de Quidditch. J.K. Rowling nous révélera même dans certaines interviews de 2005 qu'à la fin des livres, en 1997 dans leur récit pour être plus précis, soit un an avant la bataille décisive, si Harry, Hermione et Voldemort s'étaient regardés dans le miroir, ils auraient vu les choses suivantes. Voldemort se serait vu lui-même, puissant et immortel. À la fin d'Harry Potter, c'est quasiment ce qu'il est advenu du Seigneur des Ténèbres. Il avait en sa possession la baguette de Suro, la plus puissante des baguettes, mais il avait également plus d'une fois déjoué et dupé la mort. Hermione, quant à elle, se serait vue elle, Ron, mais également Harry. Le trio aurait survécu à Voldemort, chose qui se déroula un an plus tard avec exactitude. Quant à Harry, il aurait simplement vu son ennemi juré enfin vaincu. Avenir qu'il écrira et enchantera de sa propre baguette. Si on y voit quasiment tout le temps le futur et non le passé, c'est que le premier est en temps normal plus intéressant pour la majorité des gens. Si Albus, en 1927, y a vu une fenêtre de son passé, c'est qu'à l'instant présent, son amour et attention se portaient sur ce lointain souvenir. Une fois le deuil fait, son regard pouvait être à nouveau tourné vers sa famille. Il y a fort à parier que si Severus avait usé du miroir, il aurait sans doute vu Lily, car elle fut avec lui durant une grande partie de son passé. Tout ceci expliquerait en tout cas les mots de Dumbledore. Le miroir rendrait fou plus d'un, ce qui serait plus que logique, car quiconque, vivant dans le regret ou dans une ambition qui ne sera jamais comblée, perdrait la raison en voyant un passé qu'on cherche à fuir, ou un avenir qui ne nous plaît pas et qui semble pourtant déjà écrit. Le point faible que certains pourraient soulever pour cette théorie serait l'affrontement final entre Harry, Voldemort et Quirrell. Mais c'est là à mon sens que réside sa plus grande force. Dumbledore l'a dit lui-même. Il a modifié l'enchantement du miroir de sorte à ce que celui qui désire se servir de la pierre ne puisse jamais l'atteindre, et celui qui aurait de bonnes intentions serait destiné à la recevoir. Albus, muni de sa puissante magie, a pu lancer un sort capable même de bousculer le destin et l'avenir, car Quirrell était le premier sur les lieux, le premier destiné à se procurer la pierre. Mais voulant s'en servir pour le mal et pour Voldemort, il n'était pas digne de la posséder, ce n'était pas son destin. Harry, quant à lui, n'avait que de pures intentions. La pierre lui était destinée, et c'est pourquoi, grâce au miroir qui montre l'avenir et au sortilège de Dumbledore, il s'est retrouvé en sa possession. Et si vous ne pensez pas que tout ceci est lié de près ou de loin au destin et à l'avenir, laissez-moi vous rappeler la prophétie concernant Harry, que l'on découvre dans le 5e volet. Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Il naîtra de ceux qui l'ont par 3 fois défié. Il sera né lorsque mourra le 7e mois. Et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal. Mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'entre eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Celui qui détient le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres sera né lorsque mourra le 7e mois. C'est la raison même pour laquelle que quoi qu'il arrivait, le miroir avait vu juste et que seul Harry était bel et bien destiné à recevoir cette pierre entre lui et Voldemort. Raison même pour laquelle, avec le recul, on se rend bien compte que quoi qu'il arrivait, Harry sortait vainqueur de ce premier affrontement. Car si Voldemort avait eu la pierre en sa possession, certes, il aurait pu guérir, mais cela aurait pris un temps considérable. Et son restant de corps serait resté agrippé au corps de Quirrell, jusqu'au moment où Harry arrivait. Et la prophétie nous le dit, l'un d'eux devra mourir de la main de l'autre, jamais d'une quelque autre manière que ce soit. Voldemort en tant que parasite n'aurait jamais pu vaincre Harry via l'intermédiaire de Quirrell. La pierre était donc bel et bien censée revenir entre les mains de Harry. La boucle est bouclée. Voilà, j'espère que cette théorie sortie tout droit de mon imagination vous a plu. Ça faisait un moment que j'avais envie de vous la sortir en vidéo, mais j'appréhendais un peu qu'elle n'ait pas énormément de retours. Je compte donc sur vous pour m'encourager à coups de baguette en mettant un magic like et commentaire, et en activant bien évidemment le sortilège d'abonnement et de cloche. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. C'est donc la fin de cette vidéo. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était Endo, chemin de traverse.